Et on va continuer de parler de transmission et d'enseignement de cette rafle du Veldiv à travers un prix qu'on connaît bien ici, Laurence Goldman, c'est le prix Corin. Oui, c'est un prix qui a été créé il y a plus de 30 ans, en 1989, par Charles et Annie Corin, tous deux juifs polonais rescapés de la Shoah. Charles Corin a connu l'enfer d'Auschwitz et de la marche de la mort. Il avait 16 ans. Sa femme Annie a survécu, petite fille, cachée de ferme en ferme dans la campagne polonaise. Ce prix pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah est placé sous l'égide du FSJE et sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale. Il récompense des collégiens et des lycéens qui ont accompli avec leurs professeurs un travail didactique sur le génocide du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs années, ce sont les 3 filles du couple Corin et leurs petits-enfants qui ont repris le flambeau de ce travail d'histoire dont l'objectif est de garder vivante la mémoire de la Shoah. Lors de la cérémonie en 2020, Emmanuel, l'un des petits-fils de Charles et Annie Corin, définissait ainsi le sens du combat familial. Ce fonds se veut un outil pour préserver la mémoire de la Shoah, sa spécificité et son universalité. Il doit inciter les nouvelles générations à une réflexion morale et spirituelle. À noter que la plupart des travaux qui sont récompensés parlent de destin individuel. Il s'agit de partir de la petite histoire pour aller vers la grande, afin que les élèves appréhendent la réalité de ce qu'a été la Shoah. C'est ce qu'a expliqué l'historien Yanis Roder, qui est membre du prix Corin. Nous devons faire réfléchir les élèves dans le cadre de projets actifs afin qu'ils appréhendent mieux qu'avec des chiffres abstraits la réalité de ce qu'a été la Shoah. Alors parmi ces travaux d'élèves qui ont été récompensés, il y a ce projet qui s'appelle Kaddish pour un prof. Il a reçu ce prix, Charles et Annie Corin, en 2020. Et il a fait l'objet d'un livre qui a été publié cette année. Oui, c'est un travail qui a été mené pendant 4 ans par des lycéens de Bouxwiller, une petite ville alsacienne du Bas-Rhin, sous l'égide de leur professeur Laurence Jost-Liénard. Ils ont réussi à reconstituer la vie de Maurice Bloch, un professeur qui enseignait le latin et le grec dans leur établissement avant d'être raflé puis déporté en 1943 à Auschwitz, dont il ne reviendra pas. Le parcours de plusieurs élèves juifs de ce lycée sont également retracés. C'est un travail d'enquête minutieux sur des archives qui a été mené sous la conduite de Laurence Jost et qui a donné lieu à la réalisation d'un film documentaire qui mêle récits et témoignages, photos et documents d'époque, le tout ponctué du chant du Kaddish, la prière juive pour les morts. Vous l'avez dit, Rudy, ce travail de longue haleine trouve aujourd'hui son prolongement dans un livre, Kaddish pour un prof, le collège de Bouxwiller dans la tourmente de la Shoah. C'est publié au mois de mars aux éditions Secrets de pays dans la collection Histoire et Mémoire. Merci Laurence, et nous sommes en ligne avec Laurence Jost. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCG aujourd'hui. Vous êtes professeur donc d'histoire-géographie au lycée Adrien Zeller de Bouxwiller dans le Bas-Rhin. On vient de le dire, vos élèves ont reçu donc ce prix Corin en 2020 pour ce travail sur l'histoire de ce professeur juif déporté à Auschwitz et de ses élèves. Qu'est-ce qui a incité l'enseignante que vous êtes à vous lancer dans ce travail de recherche avec vos élèves ? Finalement, c'est la découverte d'archives présentes dans notre lycée. Et puis des élèves qui souhaitent finalement travailler sur la Seconde Guerre mondiale, au départ des civils. Et puis ensuite la découverte finalement que deux personnels du lycée ont été identifiés bien sûr comme juifs. Et là en fait la question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et c'est le début en fait on va dire de l'enquête policière entre guillemets, de l'enquête historique pour essayer de trouver leur parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un travail de longue haleine que vous avez mené avec plusieurs classes de votre lycée, Laurence Jost. De quelle manière parle-t-on aujourd'hui à des jeunes de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans leur région, l'Alsace ? C'est un peu compliqué parce que c'est une histoire qui a été mise entre parenthèses. Qui est peu ou pas connue, et puis finalement ils découvrent que dans leur village, puisqu'il y a d'autres différentes victimes qui sont originaires de différents villages du pays de Hanau, et que finalement les chiffres très abstraits dans les livres, dans les cours, quand on parle de 6 millions de victimes, c'est énorme, mais en fait c'est
c'est difficile à appréhender pour un jeune. Et là, finalement, on trouve des parcours individuels. Et sachant que donc, bien sûr, il y a Maurice Bloch, professeur de lettres, mais aussi des élèves. Et pour eux, en fait, il y a un lien, c'est assez facile de s'identifier à un jeune qui avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est-à-dire leur âge, et qui finalement se retrouve dans ces événements tragiques. Quand vous avez présenté votre projet à vos élèves, comment ont-ils accueilli la démarche? Alors ça se fait pas en quelques secondes, c'est un travail sur le long terme. Moi, je travaille sur 2 ans. Je commence avec des élèves de première. Je vais en fait les faire rentrer dans la culture juive à travers le patrimoine dont on dispose dans le pays de Hanau, avec le musée judo-alsacien de Bouxwiller et la synagogue et le cimetière juif d'Ingwiller. Et puis, nous avons en fait la chance d'avoir des registres de classe. Et en Alsace-Moselle, il y a une colonne avec la confession. Et puis finalement, ils vont progressivement finalement rentrer dans la vie de ces élèves, qu'ils ont été voilà dans des classes, dans des quatrièmes, en troisième, en seconde, ce qui est proche de ce qu'ils vivent. Et puis ensuite, c'est la découverte de leur parcours. On le sait, Laurence Jost, l'Alsace est confrontée depuis plusieurs années désormais à la résurgence de l'antisémitisme avec de nombreux cimetières juifs qui ont été profanés. Est-ce que vous diriez néanmoins que les jeunes générations, notamment celles auxquelles vous avez enseigné, ont désormais une conscience des leçons à tirer du passé, que finalement le message est passé à travers ce travail que vous avez mené avec eux? C'est toujours compliqué d'avoir le ressenti des élèves parce qu'il n'est pas forcément immédiat et je travaille plutôt en espérant sur le long terme. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un aspect qui est important, c'est que ils comprennent la discrimination. C'est-à-dire que ils comprennent, ils s'aperçoivent que finalement qu'un groupe a été mis à l'écart, a été discriminé, et je pense qu'il peut y avoir en effet des va-et-vient entre le passé et le présent, puisque certains de mes élèves, aujourd'hui, je travaille depuis 2018 avec des séries technologiques et le prix on l'a eu avec des STMG, qui sont des élèves des fois avec des parcours familiaux compliqués et qui sont souvent aussi un peu mis de côté face à certains adultes ou à certains élèves. Et je pense qu'il y a un lien qui s'établit et que finalement ils se retrouvent. Alors après, dire qu'ils ne seront pas antisémites, qu'ils ne seront pas racistes, c'est une mission compliquée. Mais en tout cas, au retour et au ressenti, à l'expression de certains travaux d'élèves, ils arrivent à dire que oui, voilà, ce sont des élèves comme eux. Et ce travail que vous avez accompli avec vos élèves, Laurence Jost, est désormais consacré dans un livre. C'était le prolongement naturel de votre démarche? Oui, puisque finalement, au fil des recherches, au fil des dépouillements avec les élèves, j'ai accumulé de plus en plus d'informations. C'est devenu des monographies. Et on a aussi finalement mis en œuvre ces parcours. Le documentaire Kaddish pour un prof était finalement le moyen de transmettre. Et voilà, je me suis lancée dans l'écriture finalement face à ces monographies, face à cette histoire des communautés juives rurales du pays de Hanau, et toujours dans l'idée de transmettre. Et c'est un pan de l'histoire locale qui ne doit pas être oublié, avec des événements tragiques, je dirais, qu'on peut retrouver malheureusement dans plein de régions, mais aussi des événements très très particuliers comme la tragédie de Guéry. Et finalement là, on peut se dire, tiens, à un moment donné, les élèves, pourquoi il y a des victimes juives finalement dans notre établissement? Et ça renvoie aussi à l'histoire de l'Alsace, les brassages, les migrations, les apports. Et je pense qu'il y a un intérêt au départ historique.
Merci Laurence Jost d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, Kaddish pour un prof, le collège de Bouxwiller dans la tourmente de la Shoah, a été publié en mars dernier aux éditions Secret de Pays dans la collection Histoire et Mémoire. Merci d'avoir pris le temps de nous parler pour cette édition spéciale consacrée donc à la rafle du Veldiv. Merci à vous. Merci, bonne journée. Et nous sommes à présent en ligne avec Yanis Roder, professeur d'histoire dans un collège ZEP de Seine-Saint-Denis, spécialiste de l'histoire de la Shoah, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès et responsable des formations au mémorial de la Shoah. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie également de Margot Siffer. Bonjour Margot. Bonjour Rudy, bonjour Yanis. Alors, bonjour. Nous allons parler donc de la difficulté d'enseigner la Shoah. Vous avez écrit en 2009 Enseigner la Shoah au collège et au lycée, cahier pédagogique. La question que l'on se pose et évidemment qu'on l'on vous pose toujours, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours enseigner la Shoah au lycée ? Alors oui, on peut enseigner la Shoah au lycée. Ça ne veut pas dire que nous ne le faisons pas parfois avec difficulté, mais je crois qu'il faudrait arrêter de dire qu'on ne peut pas enseigner la Shoah parce que ce n'est pas vrai. On enseigne la Shoah. Ça ne veut pas dire qu'on le fait toujours facilement, mais les enseignants font en sorte de traiter cet événement et d'enseigner cet événement historique à leurs élèves. Quand vous parlez de difficultés, vous évoquez quelles difficultés ? Nous le savons depuis que nous avions sorti en 2002 ce livre qui a fait date, qu'on appelle Les territoires perdus de la République. Nous savons très bien qu'il y a parfois des résistances, qu'il y a des propos outranciers, voire des propos antisémites qui pourraient tomber sous le coup de la loi. Tout cela existe. Et puis, vous avez également ce qu'on pourrait considérer comme un trop-plein mémoriel, mais en fait, qui relève d'une concurrence victimaire en réalité, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui n'acceptent pas que l'on parle de la Shoah ou qui ont l'impression que l'on parle uniquement de la Shoah quand les souffrances dans lesquelles ils pensent s'inscrire ou pensent leur histoire s'inscrire ne seraient pas abordées, ce qui en l'occurrence souvent n'est pas exact. Donc on a différentes situations, mais que les enseignants depuis 20 ans ont largement appris à gérer. Et est-ce que le soutien de la hiérarchie, justement, par rapport à ces difficultés que rencontrent les enseignants, est-ce que ce soutien est à la hauteur ? Il n'en a pas toujours été. Je veux dire, aujourd'hui, en général, les personnels de direction, les inspecteurs, le corps d'inspection, sait pertinemment que dès qu'il est question des Juifs en général, et de la Shoah en particulier, il peut y avoir des difficultés. Et donc, en général, il ne se défile pas quand il s'agit de soutenir les enseignants. Mais ça n'a pas été toujours le cas, comme je le disais. Je me souviens très bien qu'au début des années 2000, un inspecteur m'avait dit que tout cela n'était pas important, que l'important c'était de terminer les programmes, et qu'une chef d'établissement m'avait demandé si, en fait, c'était le prof d'histoire-géographie qui parlait quand je parlais de ces questions d'antisémitisme et non pas le juif qui se cachait derrière le prof d'histoire-géographie. Donc vous voyez, on a fait beaucoup de chemin quand même. Aujourd'hui, c'est une question qui est prise au sérieux. Alors, enseigner la Shoah est quelque chose de complexe. Est-ce que vous pensez que le nombre d'heures dans les programmes prévus, dans les programmes consacrés à cet enseignement est suffisant ? Alors, vous savez, c'est une question qui n'est pas simple. Nous avons des programmes qui sont très fournis, qui sont même trop fournis. Et en réalité, la question que vous posez se pose pour l'ensemble des programmes. Je crois que nous devons prendre le temps et que l'école doit être un moment différent de ce que vivent les élèves. Les élèves vivent dans un zapping permanent, et notamment avec leur smartphone, les réseaux sociaux. Il faut prendre le temps de se poser, prendre le temps de se poser, de penser, de les faire réfléchir, de les faire écrire, de les faire réécrire, et de comparer tout cela, et de se confronter aux autres. Tout cela prend énormément de temps. Alors évidemment, quand il est question de l'histoire de la Shoah, bien sûr que nous manquons de temps. Bien sûr qu'il nous faut passer plus de temps sur ces questions-là, mais comme sur d'autres qui sont très importantes également. Je crois qu'il faut d'une manière générale revoir les programmes et la façon dont nous pensons ces programmes. Est-ce qu'il faudrait justement, Yanis Roder, changer de support pour enseigner la Shoah et pour s'adapter aussi à l'évolution de la société, par exemple l'enseigner via des bandes dessinées, via des films, des visites? Qu'est-ce qui pourrait marquer et intéresser le plus les élèves ?
En réalité, nous le faisons déjà. Beaucoup d'enseignants passent par l'image, qu'elle soit fixe ou animée. Beaucoup d'enseignants passent par des visites, passent par des visites de lieux de mémoire, par exemple. Donc tout cela existe. Je ne crois pas qu'il faille s'adapter au point d'entériner ce que vivent au quotidien les élèves, c'est-à-dire en passant par les réseaux sociaux, etc. Il faut faire comprendre aussi que l'histoire est quelque chose de sérieux, que l'histoire s'étudie en réfléchissant, en confrontant les sources, en confrontant les documents, quels que soient les documents. Donc, oui, bien sûr, il faut renouveler les méthodes pédagogiques, mais ne pas tomber dans le démagogique. Ça me semble extrêmement important. Et est-ce que, d'après vous, les pouvoirs publics prennent conscience du temps nécessaire pour enseigner la Shoah au lycée ? Alors, on a évolué, c'est-à-dire qu'à une époque, on était on va dire que les pouvoirs publics ou les corps d'inspection étaient très rigides sur la question du nombre d'heures que nous passions sur tel ou tel sujet. Aujourd'hui, au regard de la réalité de ce qu'est l'école, ils se sont adaptés et sont beaucoup plus souples. Maintenant, le problème reste entier. Nous avons des programmes à terminer, ils sont en réalité infaisable en l'état si nous voulons amener tous les élèves à produire et à réfléchir. Et je crois que les inspecteurs ont mis un peu de temps, mais ce sont d'anciens professeurs, vous savez, donc le corps a été largement renouvelé ces 20 dernières années. Ils le savent aujourd'hui et savent très bien qu'il nous manque du temps et sont beaucoup plus souples. Est-ce que vous pensez également que les enseignants sont assez formés à répondre aux questions, à choisir justement aussi les priorités dans l'enseignement de la Shoah ? Alors, le mémorial de la Shoah fait un effort considérable depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque nous formons entre 4 et 5 000 enseignants par an sur ces questions-là. Néanmoins, l'effort de formation reste encore important à fournir, et certains enseignants... parce que ces formations se font sur la base du volontariat. Et donc, à partir du moment où ceux qui ne sont pas touchés continuent à enseigner et pensent bien enseigner quand ils font des choses qui, malheureusement, ne sont pas recommandées, eh bien, ceux-là, nous aurons du mal à les toucher. C'est un vrai problème. Donc, oui, il y a encore un effort de formation à faire pour toucher tous les publics enseignants et de manière à améliorer encore ce qui existe déjà. Mais nous voyons sur le terrain que d'énormes progrès ont été faits. Et alors, est-ce qu'on fait aussi parfois en tant qu'enseignant fausse route justement sur cet enseignement de la Shoah en entrant dans l'histoire du génocide, en parlant davantage des victimes, de leur souffrance et pas forcément des bourreaux qui ont été à l'œuvre? Alors, il ne faut pas évacuer les victimes. Je sais que moi, j'ai dans mon dernier livre qui porte sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah, je mets en avant le rôle important, ou plutôt la manière importante d'entrer dans cette histoire par l'histoire des bourreaux. Mais il ne faut pas évacuer les victimes. Et si on ne comprend pas que les victimes sont les Juifs et pourquoi les victimes sont les Juifs, on ne comprend rien à cette histoire. Donc, c'est très important de parler des victimes, mais il faut entrer effectivement dans cette histoire par les bourreaux, c'est-à-dire par ceux qui sont porteurs de l'idéologie nazie. Quelle est cette idéologie? Pourquoi ont-ils fait cela? Dans quel objectif? Faire comprendre ce dont nous parlons et surtout quels étaient les objectifs qui étaient poursuivis par les nazis. À partir du moment où ce travail est fait, nous pouvons travailler également sur ces communautés juives, notamment de Pologne, aujourd'hui disparues car englouties dans la Shoah, et nous pouvons aborder sereinement ces questions, puisque nous avons démontré ce qu'était une idéologie, ce qu'était l'idéologie nazie, et combien elle portait en elle l'assassinat des Juifs. Alors on évoquait il y a un instant cette concurrence victimaire à laquelle de nombreux professeurs doivent faire face. Comment expliquer la spécificité de la Shoah? Alors, effectivement, expliquer la spécificité de la Shoah est quelque chose de difficile, tout comme aujourd'hui montrer l'universalité de ce crime, la portée universelle de ce crime. En fait, je ne sais pas s'il faut expliquer et insister sur la spécificité de la Shoah. Il y en a une, évidemment. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un peuple a été poursuivi pour être assassiné partout, absolument partout, et d'être éradiqué de la surface de la Terre. La spécificité de la Shoah, elle est là. Donc,
Ça, il faut le dire, bien sûr, mais je crois qu'au-delà de cette question, ce qu'il faut faire comprendre aux élèves, c'est la longue histoire de l'antisémitisme, que cette histoire de la Shoah n'apparaît pas brusquement là en 1933 quand les nazis arrivent au pouvoir, mais que c'est le résultat d'une longue haine entretenue depuis 2000 ans. C'est cela qu'il faut essayer de comprendre pour faire comprendre à la fois les ressorts du crime, d'où ils viennent, cette longue histoire, mais aussi tout le processus qui mène à cela, sans faire d'histoire téléologique, c'est-à-dire d'histoire qui aurait été écrite à l'avance, pas du tout, mais montrer que voilà, il y a eu des processus qui se sont mis en place. C'est cela qui est important parce que cet enseignement est aussi un enseignement qui vise à faire comprendre que ce qui est arrivé peut arriver à nouveau. Comment concilier aujourd'hui les mémoires, Yanis Roder, entre la Shoah d'un côté, la guerre d'Algérie, la traite négrière? Comment faire pour qu'elles se complètent et qu'elles ne s'opposent pas finalement? En parler de manière dépassionnée. Je crois qu'il faut d'abord parler de tout et de tout de manière dépassionnée en expliquant que la France, l'Europe, si on parle des traites transatlantiques, ont une responsabilité dans l'histoire et qu'il n'y a pas de pays ou de continent dans l'histoire qui soit indemne de crimes. Ça n'existe pas. Donc voilà, l'Europe et la France se sont rendus coupables de crimes à travers l'histoire, mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, elles les reconnaissent, qu'aujourd'hui, elles permettent à ces élèves de les connaître, de les étudier, de manière à construire une mémoire commune apaisée. Voilà, on ne construit pas un pays dans l'idée de vengeance, dans le ressentiment. Je crois que l'objectif, c'est d'avoir un discours apaisé sur ces questions, s'appuyant sur l'histoire, s'appuyant sur les recherches historiques, de manière à être le plus objectif possible. Yanis Roder, est-ce que vous pensez que des théories du complot qui se sont développées, notamment via Internet, notamment via les réseaux sociaux, ont compliqué la tâche des enseignants ces dernières années ? Très clairement, oui. Aujourd'hui, pour nombre d'élèves, et c'est tout le travail des enseignants, la parole des enseignants n'est finalement qu'une parole parmi d'autres, et elle n'a pas de valeur particulière. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, et cela dépasse largement les élèves, la parole de l'expert est même devenue suspecte. Puisqu'elle serait le dernier avatar de la domination, si vous voulez. Donc là, nous avons un vrai problème, et donc une vraie éducation à faire dès le plus jeune âge, l'éducation aux médias, l'éducation à l'information, comment on construit une information, comment on construit un récit historique, sur quelle source on peut s'appuyer, qu'est-ce qui est source et qu'est-ce qui n'en est pas. TikTok, ce n'est pas nécessairement une source. Donc, tout cela, c'est à apprendre à l'école. On doit réfléchir là-dessus. J'avais fait partie de la mission dirigée par le sociologue Gérald Bronner qui a été remise dont le rapport a été remis au président de la République au mois de janvier dernier, sur les lumières à l'ère numérique. Et nous prônions évidemment un enseignement très tôt, un enseignement dès les plus petites classes, de justement les médias, l'information, etc., de manière à ce que nos élèves puissent être capables de classer, de hiérarchiser et de comprendre que toutes les sources ne se valent pas et que toutes les paroles non plus, en fonction de l'émetteur de la parole, ne se valent pas. Alors, nous marquons sur RCJ cette semaine le 80e anniversaire du Veldiv. En tant qu'enseignant, en quoi cet événement est un événement clé? Comment vous l'enseignez de cette rafle qui s'est passée au cœur de l'été, au cœur de Paris, devant les yeux des Parisiens? En quoi cette rafle du Veldiv est spécifique en tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant, elle est spécifique parce qu'elle est spécifique de toute façon dans l'histoire de la déportation des Juifs de France. C'est la première fois qu'on arrête les femmes et les enfants au cœur de Paris et au cœur de l'agglomération parisienne, parce qu'on a aussi arrêté en banlieue, à Saint-Denis, où je travaille par exemple. Et donc j'essaye de montrer à mes étudiants, à mes élèves, ce basculement de l'été 1942, avec un premier basculement avec le port de l'Étoile, à partir du 7 juin 1942, et puis cette arrestation des femmes et des enfants, le drame du Veldiv, le drame du camp des Loirets, les parents déportés et ces 4000 enfants qui restent seuls. J'essaye d'expliquer cela en montrant où a mené la collaboration de l'État français, en parlant des accords Bousquet-Auberg, en montrant que
Il n'y a pas d'Allemands dans les rues de Paris les 16 et 17 juillet 1942. C'est la police française qui œuvre. Et en montrant également que, cette police française, elle n'est pas univoque. Vous avez le commissaire du 2e arrondissement qui fait comprendre à ces hommes que s'ils n'arrêtent personne, c'est pas très grave et que c'est pas la peine de poursuivre les gens. Et résultat, le 2e arrondissement aura un pourcentage d'arrestation beaucoup plus faible que d'autres arrondissements où là, vous avez des commissaires qui vont jusqu'à dire à leurs hommes d'enfoncer les portes. J'essaye de travailler sur ces questions avec mes élèves en montrant aussi que tout cela relève de la responsabilité aussi individuelle, et notamment de ces commissaires de police, pour montrer que nous avons tous, chacun, une responsabilité, même si les ordres viennent d'en haut, il nous reste notre libre arbitre et il nous reste une marge de manœuvre. Merci Yanis Roder, donc enseignant, on le disait en Seine-Saint-Denis, spécialiste de l'histoire de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès et responsable des formations mémoriales de la Shoah. Merci à vous de nous avoir accordé du temps pour parler d'éducation et de Shoah. Merci. Merci. Et dans cette problématique de la transmission, la question des supports se pose. On connaît les témoignages filmés, les livres, les films ou encore les initiatives du monde de l'éducation dont nous parlions il y a un instant. On va parler maintenant d'un projet qui a vu le jour cette année. Arnaud Delalande, auteur de romans et scénariste de BD, et Laurent Bidault, lui aussi scénariste et donc dessinateur, ont mis en image l'histoire de Joseph Weismann le 16 juillet 1942. Il n'a que 11 ans lorsqu'il est raflé à Paris. Il passera 5 jours parqué au Veldiv avec sa famille avant d'être transféré au camp de Bonne-la-Rolande. Là-bas, il est arraché à ses parents et à ses 2 sœurs qui partent pour le camp d'Auschwitz où ils et elles seront exterminés dès leur arrivée. Il va devoir alors survivre, parviendra à s'échapper. Une histoire qui a inspiré un film, La Rafle, c'était en 2010, et puis un livre. Bonjour Arnaud Delalande. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur, je disais, avec Laurent Bidault et donc Joseph Weismann qui était évidemment très concerné et intégré à ce projet de Après la Rafle, une histoire vraie. C'est aux éditions Les Arènes BD. Comment l'idée de porter l'histoire et le témoignage de Joseph Weismann est-elle venue et comment vous êtes rentré dans ce projet ? Alors vous savez que Joseph, qui a 91 ans aujourd'hui, mène depuis déjà très longtemps des conférences auprès de lycées, auprès de toutes sortes d'établissements, auprès des jeunes de manière générale pour transmettre la mémoire de la Shoah. Et il se trouve que nous avons assisté avec Laurent Bidault, le dessinateur, à l'une de ces conférences qui avait lieu à Versailles et auprès des élèves. Et au bout de quelques minutes, si vous voulez, on n'entendait plus une mouche voler. Il y avait 200 élèves et les professeurs étaient étranglés d'émotion et on s'est regardé avec Laurent Bidault, on s'est dit il faut absolument faire quelque chose pour participer à ce devoir de mémoire. Et c'est vrai que le support de la bande dessinée jusqu'à présent n'avait pas été exploité, en tout cas pour ce qui concernait la mémoire de Joseph. Donc il a trouvé lui de son côté que c'était une excellente idée et une façon aussi d'aborder le sujet pour le plus grand nombre et auprès d'un public évidemment à la fois familial et particulièrement pour les jeunes générations naturellement. Alors, on a quelques petits problèmes pour vous entendre. On va rétablir la connexion d'ici un instant. On va juste faire une petite pause et on vous retrouve, Arnaud Delalande, pour parler de Après la Rafle, une histoire vraie, l'histoire de Joseph Weismann, une BD parue cette année aux éditions Les Arènes. Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. RCJ Midi spécial commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Et donc, nous étions en train de parler avec notre invité Arnaud Delalande, co-auteur de cette BD Après la rafle. De la manière dont cette BD a vu le jour. On a rétabli la connexion avec vous. Vous nous entendez ? Oui, très bien, et vous-même ? Oui, là c'est parfait. Donc on parlait de la naissance de ce projet. Vous écoutez Joseph Weismann témoigner et vous dites que dans cette classe, on entendait les mouches voler.
Oui, on n'entendait plus rien, évidemment, et c'était assez saisissant, si vous voulez, de voir cet homme, Joseph, qui est un ancien petit gamin de Montmartre, si vous voulez, de 90 ans au moment où 89 au moment où on l'a vu, et ces jeunes générations, et puis les professeurs qui étaient là en tant que passeurs, évidemment, et qui eux-mêmes étaient, comme je le disais, étranglés d'émotions très vite, parce que on peut pas manquer d'être évidemment en empathie totale avec cette histoire qui est absolument bouleversante. Alors comment aborde-t-on la mise en scénario et la mise en image d'un témoignage brut comme vous avez pu le recevoir ? Eh bien, alors, il est vrai qu'on avait une matière préexistante, puisque, alors, il y a naturellement les faits historiques qui concernent la rafle proprement dite, mais il y avait ce film, La rafle, et puis il y avait également un premier récit des mémoires de Joseph. Donc, on a travaillé à partir de l'ensemble de ces sources avec Laurent, avec Joseph lui-même, évidemment. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on était avec le premier concerné, et je dois dire qu'il a été particulièrement, extraordinairement attentif, et nous aussi, on tenait absolument à si vous voulez, être au plus près de sa mémoire, au plus près de la fidélité historique, mais aussi, vous savez, c'est pas évident de retranscrire la mémoire de quelqu'un d'autre, surtout visuellement. Donc, on tenait à être au plus près du réel et on lui a fait parvenir jour après jour, ou plutôt semaine après semaine, les planches à mesure de leur exécution pour qu'on puisse s'assurer que ça correspondait fidèlement à ce témoignage qu'il voulait laisser. Alors, il dit dans la préface qu'il fallait que cette BD existe. Qu'est-ce que cette BD apporte de plus à son témoignage ? Alors je pense que, si vous voulez, là, on est beaucoup, j'entendais votre interlocuteur tout à l'heure, dans les questions de pédagogie. Or, il est bien évident aujourd'hui que de plus en plus, si vous voulez, la bande dessinée devient un levier pédagogique absolument crucial. Jamais, évidemment, en substitut du contenu, des cours, etc. Mais par contre, il ne faut pas négligenter du tout sa dimension support, si vous voulez. Et la rafle, il est bien évident, vous voyez, ma fille, par exemple, elle l'a lu à 11 ans, 12 ans, mon fils, pareil, ils peuvent le lire assez jeune, et ils lisent ça, et ça laisse une impression, si vous voulez, très prégnante, très visuelle, et ça se lit assez vite en même temps, il y en a pour 1 heure, quoi. Donc, ça permet, je pense, c'est un outil merveilleux de communication et de transmission. Et je pense que Joseph y a été sensible. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'au départ, il voyait ça un peu, la BD pour lui, c'était un peu justement les illustrés pour la jeunesse, les petits Mickey. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Vous voyez bien que le spectre ouvert par la BD, le champ d'investigation est devenu extraordinaire. Donc, on peut traiter à peu près de tous les sujets, y compris de géopolitique ou de philosophie, si vous voulez. Donc, il est évident que comme instrument de mémoire, il s'impose d'une certaine manière. Alors, comment on traite justement la mise en image de souvenirs, et des souvenirs assez durs? On voit dans la BD le cœur du Veldiv, où on sait évidemment qu'il n'existe pas d'images, pas d'archives. Comment justement on met cela en image quand il faut le dessiner? Alors, Laurent Bidault a fait un travail exceptionnel. On avait également des ressources qui étaient celles de Joseph lui-même, parce qu'il avait gardé quelques photos. On avait un plan du camp du Loiret, par exemple, l'iconographie associée, ses souvenirs. Et puis, on a choisi un angle aussi, qui était justement cet angle de mémoire, c'est-à-dire que je trouve très beau, moi, c'est-à-dire le retour rétrospectif, si vous voulez, le regard de l'adulte et du vieil homme sur l'enfant qu'il a été à Montmartre et sur sa destinée, et sur la tragédie de cette époque. Et donc, vous savez que le fil rouge de cet album, c'est le fait qu'il va essayer de retrouver le camarade avec lequel il s'est évadé de Baudelaire-Rolande. Qui s'appelle Joe également. Qui s'appelle Joe comme lui. Et ce cheminement, si vous voulez, est profondément émouvant, parce qu'on n'a pas que l'information brute et la rafle, il y a aussi, c'est justement le titre après la rafle, c'est-à-dire comment on survit, comment on grandit, comment on sourit à la vie, comment on continue de croire, d'avoir une famille, de contrebattre ce destin et de transmettre ce message qui se résume dans la phrase que dit Joseph à la fin, qui est « N'acceptez pas l'inacceptable ». Alors, depuis la sortie de la BD, vous êtes allé à la rencontre des lectrices et des lecteurs de cette BD. Quelles sont les questions et les réactions auxquelles vous avez dû faire face ? Eh bien, elles sont assez unanimement partagées, fatalement, si vous voulez, parce que les réactions, c'est une espèce de compassion pour la douleur, naturellement, et c'est un sentiment aussi d'un peu d'urgence, ou en tout cas une compréhension pénétrée, si vous voulez, singulière, solennelle, du devoir de la transmission. Voilà. Et ça, c'est quand même très rassurant, mais il faut ce vecteur-là, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir relire les événements, les comprendre, les revivre d'une certaine manière, en tout cas par ce média, pour en prendre la mesure et se représenter ce que ça a été, que ce 16 juillet 42, et naturellement que l'ensemble de la Shoah. Alors, la BD existe, elle est sortie. Est-ce qu'elle va être utilisée, justement? Vous parliez de support pédagogique. Est-ce qu'elle pourrait avoir sa place dans un programme?
Alors, il me semble évidemment. Il se retrouve qu'on a eu un prix qui est le concours national de la résistance et de la déportation, la Bleuet de France, et que justement la BD va être remise à 4000 lycéens et collégiens de France. Je pense que c'est un livre, vous savez, c'est un livre qui nous dépasse. Je dis pas ça en tant qu'auteur, Laurent et moi on a fait plein de bouquins, mais là il est bien évident qu'on est en face d'un livre qui nous appartient pas. Il appartient à Joseph, il appartient à la mémoire, il appartient à la transmission. Et de ce point de vue, je pense qu'en effet, il fait partie de tout un arsenal, si j'ose dire, de témoignages, de mémoires qui sont facilement accessibles et qui doivent être très largement diffusés et partagés, et particulièrement auprès des jeunes qui d'ailleurs sont extrêmement sensibles et comprennent tout de suite, si vous voulez. Comme ils disent le journal d'Anne Frank, ils peuvent lire après la rafle et puis ils comprennent tout à fait et très bien ce qui s'est passé et ils prennent aussi la mesure. C'est une espèce d'antidote qu'il faut comme ça, j'allais dire, placer très vite, si vous voulez, dans les jeunes consciences, si j'ose dire, vous comprenez. À la fin de cette bande dessinée, on voit Joseph Weisman témoigner et expliquer pourquoi il témoigne. Alors il explique pourquoi déjà il a témoigné. C'est une rencontre avec Simone Veil qui lui a dit il y a une quarantaine d'années qu'il fallait parler, qu'il fallait rencontrer et dire son histoire. Justement, l'importance du témoignage, c'est ce que vous avez voulu mettre en fin de BD. Oui, il clôture et il ouvre et il clôture l'album. Et en effet, bien sûr, ce projet n'a de sens que pour ça. Il se trouve que Joseph a eu pendant des années beaucoup de difficultés à en parler, ce qui peut se comprendre. Il y a cet épisode inouï de son évasion du camp de Bonne-Hollande avec l'autre jour, qui est vraiment le moment fondateur. Et cet épisode épouvantable aussi de la séparation d'avec sa famille, sa maman, ses sœurs, son père, qui ne reverra plus jamais, si vous voulez. Et l'histoire de ce récit d'évasion qui est absolument fantastique, mais qui était, je veux dire, tellement extraordinaire que lui-même le considérait comme difficilement communicable et partageable, on peut le comprendre. Et donc il a fallu des années, c'est un colloque à Orléans où Simone Veil, de ce regard bleu limpide qu'on lui connaissait, s'est planté dans ses yeux, il lui a dit « mais il faut pas, Joseph, là, vous avez un devoir de mémoire ». Et depuis ce temps, il a réfléchi et puis s'est mis à parcourir les lycées. Il en a fait des centaines. Et pour parler de son témoignage, et donc il était naturel que la BD rende hommage. En plus, pour nous, ça a été quelque chose d'originel, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de cette façon qu'on l'a rencontré et qu'on a commencé à travailler avec lui sur ce sujet. Donc, il fallait rendre hommage à cet hommage, d'une certaine façon. Merci à vous Arnaud Delalande. Donc vous co-signez avec Laurent Bidault et Joseph Weisman lui-même après la rafle, une histoire vraie, c'est aux éditions Les Arènes BD. Ça raconte donc l'histoire de Joseph Weisman qui a été raflé en 1942 et qui a perdu toute sa famille dans les camps d'Auschwitz et qui lui s'en est sorti. C'est une histoire effectivement à mettre entre toutes les mains et c'est un très très bel objet et une très belle initiative. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.